merci d'être venu donc pour mon webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire sera consacré à la création de l'annuaire des centres de recherche de la filière forêt-bois-chimie énergie en France par Xylofutur, qui est fait l'objet de mon stage de fin d'études. Je suis Neti Demba, étudiante en Master 2 Sciences du bois à l'Université de Montpellier et j'étais en stage chez Xylofutur de mars à juillet 2025. Il se termine là, le 31 juillet. Et donc, c'était sur la création de cet annuaire des centres de recherche. La création de cet annuaire, c'est parti d'un constat qui a été fait chez Xylofutur, c'est que le monde socio-économique connaît mal la recherche en France. Xylofutur, en tant que pôle de compétitivité, a pour mission de favoriser le développement de projets innovants et collaboratifs, dynamiser la filière forêt-bois et renforcer les interactions entre les écosystèmes. C'est pour ça que Xylofutur a sollicité un financement auprès de l'ADEME dans le cadre du parcours émergence de projet afin de créer cet annuaire et de répondre aux besoins de la filière et de financer l'entièreté de mon stage. Pour commencer, on va laisser intervenir Guy Costa, qui est professeur des universités et le représentant du collège recherche Xylofutur, pour la question « Quelle est la place du pôle Xylofutur dans cette volonté de transfert de technologie ?» Guy, je vous laisse répondre à cette question. Alors, bonjour à tous et à toutes. Le transfert de technologie et quelque part l'innovation qui est associée derrière, c'est à la fois l'ADN, c'est obligatoirement l'ADN du pôle, puisque l'idée c'est d'aller sur des marchés innovants, c'est quelque part de faire ce que moi j'appelle des pas de côté d'un point de vue technologique et sociétal, parce qu'il n'y a pas que de la technologie à transférer. Et il y a un véritable besoin en termes de compétitivité des industries de le faire. Et pour ça, on a besoin d'un environnement où on croise les gens. C'est le concept des réseaux. Hein, et ce réseautage, il est vraiment un élément obligatoire pour que ça fonctionne. Donc pour ça, il faut que les acteurs aient la possibilité, soit par des outils, soit par des rencontres, soit par des conférences ou des webinaires comme celui-ci. Il faut que les acteurs aient la capacité de pouvoir se croiser. Et c'est dans les discussions que vont apparaître des informations. Alors pour connecter avec le document qui a été préparé et le travail qui a été fait sur la constitution d'une base de données, même moi, scientifique, je n'ai pas l'information de ce qui se passe à peu près partout dans les secteurs scientifiques. Et on a besoin de ces documents, quelque part, pour avoir des informations complémentaires et être plus précis. Mais pour donner juste un exemple de l'importance de ces transferts, moi, je travaille dans un laboratoire qui était initialement un laboratoire de biologie. Ensuite, je me suis associé avec un laboratoire de chimie. Et maintenant, je suis associé avec des laboratoires de physique. Et le résultat de ces associations, c'est quoi? C'est de la curiosité scientifique de ma part et du rapprochement de compétences des uns et des autres pour développer des outils auxquels je n'aurais jamais pensé en tant que biologiste initialement et qui me permettent d'aller toujours un petit peu plus loin. Donc cette importance des interfaces de réseau pour mettre en place des relations entre les personnes et puis voir se concrétiser des projets. Je pense que c'est vraiment l'ADN d'un pôle et c'est l'ADN de Xylofutur. Voilà, après je peux répondre à des questions, mais je ne vais pas m'étendre plus, sauf si je n'ai pas été assez clair. Merci beaucoup, Guy. Il y aura une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. C'est pour toutes ces raisons que Xylofutur a sa place en tant que créateur de cet annuaire. Les objectifs donc, de mon stage et de la création de ce webinaire, c'était de valoriser la recherche en faisant comprendre la structuration de la recherche française pour favoriser donc le transfert de technologies. Et il y avait aussi un besoin de faciliter l'identification des compétences de chaque centre de recherche et d'identifier le type de projet réalisé pour avoir une collaboration optimale.
Et tout ça, ça a pour but donc de faire émerger des projets coopératifs et innovants, qui est une des principales missions de Xylo Future. Donc, pendant mon stage, j'ai créé donc 3 livrables pour 3 utilisations différentes. Aujourd'hui, je vais vous présenter que 2 de ces livrables. Donc, le livret papier, dont vous aurez les accès plus tard dans ce webinaire. Donc, le livret qui est une version synthétique avec une sélection des centres de recherche présents qui est subjective. Il y a également une interface numérique qui est, elle, accessible au plus grand nombre, qui a plus de centres de recherche à l'intérieur et qui facilite les recherches ciblées avec des outils de filtre et de tri. Et enfin, il y a un autre livrable que je présenterai que très peu dans ce webinaire. C'est donc une base de données qui est globale, mais qui, elle, restera interne à Xylo Future avec l'ensemble des centres de recherche qu'on a pu identifier. Donc, ça sera aussi le socle pour des futures actualisations. Juste un mot concernant cette base de données. Donc, elle comprend un grand nombre d'informations sur chaque centre de recherche. Toutes ces informations, elles ont été collectées grâce à des échanges avec des membres du GDR Sciences du Bois, sur les sites Internet des différents centres de recherche, sur les rapports d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et enfin par des échanges de mails à la direction et ou à la personne contact privilégiée de chaque centre de recherche. Toutes ces informations donc, constituent la base de données globale qui a été utilisée pour confectionner le livret papier et l'interface numérique. Voilà. Aussi, chaque centre de recherche a été classé dans une catégorie, une ou plusieurs catégories, suivant si leurs domaines sont très interdisciplinaires ou pas. On a fait le choix de sélectionner 4 catégories avec chacune des disciplines associées. On a la catégorie donc sciences humaines et sociales avec les disciplines d'archéologie, d'économie, d'anthropologie, de sociologie et d'architecture. On a les sciences du vivant avec l'écologie, l'anatomie, la biologie, la génétique. La chimie avec sciences des polymères, traitement chimique, durabilité, chimie analytique et caractérisation chimique. Et enfin, les sciences de l'ingénierie avec les disciplines de l'acoustique, de la mécanique, de la physique, de l'usinage et de l'énergie. Donc, un centre de recherche a au minimum une catégorie, mais certains ont plusieurs catégories associées. Pour le total des centres de recherche présents dans chaque livrable, donc dans le livret papier, on a 19 centres de recherche. Dans l'interface numérique, on en a 53. Et dans la base de données, on en a environ 72, mais elle n'est pas finie. Il reste encore des centres de recherche à mettre dans cette base de données. On estime à peu près à 90 centres de recherche dans cette base de données globale. Concernant donc les premiers résultats de ces livrables, c'est un graphique sur un histogramme sur la répartition des centres de recherche par catégorie sur l'ensemble du jeu de données, donc sur les 72 centres de recherche présents dans notre base de données. Donc, on remarque qu'il y a des dégradés de couleurs. Donc, le dégradé de rose, c'est pour tous ceux qui ont la catégorie chimie. Les dégradés de rouge, c'est sciences de l'ingénierie, vert, sciences du vivant, et marron, sciences humaines et sociales. Donc, sur les 72 centres de recherche, il y a une majorité qui sont sciences de l'ingénierie et sciences du vivant, avec une sous-représentation des sciences humaines et sociales et des sciences humaines et sociales, pardon, ici, et de la chimie ici. On explique cette sous-représentation de ces 2 catégories par des activités de recherche qui ne sont pas clairement identifiées autour de problématiques de la filière et aussi peut-être des contacts moins nombreux avec, par exemple, des très grosses unités avec seulement une petite équipe à l'intérieur qui va s'intéresser aux problématiques de la filière. Et donc, on arrive à moins bien les repérer et donc moins bien à les classer. Pour le contenu du livret, pour ceux qui ont posé la question s'il y avait accès au livret, je vous laisse scanner le QR code pour avoir accès au livret. Donc, ce livret qui fait 52 pages, donc avec 19 centres de recherche à l'intérieur. Vous avez le lien aussi dans la conversation de ce livret.
Il s'adresse donc aux entreprises, également aux étudiants qui parfois vont faire des stages dans des centres de recherche et qui n'arrivent pas très bien à comprendre le vocabulaire associé, donc les étudiants et les doctorants, mais peut-être également aussi aux chercheurs eux-mêmes qui n'ont peut-être pas l'ensemble du vocabulaire de la recherche. Sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce livret, il débute avec 4 pages explicatives sur la structuration de la recherche en France. Donc, il se veut comme un glossaire avec les différentes instances nationales de pilotage de la recherche qui sont expliquées, tous les acronymes UMR, UR, équipe d'accueil qui sont expliqués, également les organismes de transfert ou les autres types d'infrastructures. On y explique aussi les centres techniques industriels, etc. Donc ça s'adresse vraiment à toute personne qui a besoin de comprendre un peu mieux la structuration de la recherche en France. Donc c'est 4 pages. Après, dans ce livret, il est construit de la même manière pour chaque centre de recherche. Donc dans ce webinaire, on prendra l'exemple de l'UMR Ecofog en Guyane pour les résultats. Donc ça, c'est une page typique à l'intérieur du livret. Donc on remarque donc, le ton vert parce que Ecofog a une majorité, la catégorie majoritaire, c'est les sciences du vivant. On a donc le numéro de l'UMR, son logo, une grande description qui parle de ses activités, un nuage de mots-clés illustrés pour comprendre exactement qu'est-ce que le centre de recherche fait comme recherche du coup. Le contact privilégié avec l'adresse mail et l'adresse postale, les tutelles avec leur logo. Et suite à une demande des adhérents, on a aussi rajouté donc une page qui s'appelle Zoom Projet. Et donc là, chaque centre de recherche a décidé de mettre en avant un ou deux projets phares qui mènent en ce moment ou qu'ils ont menés par le passé. Donc ça, c'est vraiment pour visualiser, pour que le lecteur visualise quel type de recherche le laboratoire peut effectuer avec la durée, les partenaires, les budgets et une description de ce projet. Voilà. Concernant donc l'analyse du livret, il y a également 53% de centres de recherche dans le livret qui sont de la catégorie sciences de l'ingénierie, 26,5 pour les sciences du vivant, 15 pour la chimie et 5,5% pour les sciences humaines et sociales. Donc sur ces 19 centres de recherche, il y a une surreprésentation de la catégorie sciences du vivant. Cette surreprésentation, on peut l'expliquer par une sélection des centres de recherche qui a été faite en fonction des affinités du sélectionnaire. Et donc, chez Xylofutur, il y a eu un biais à la sélection et donc plus de sciences de l'ingénierie qui ont été sélectionnées comparées aux sciences du vivant, à la chimie ou aux sciences humaines et sociales. Il y a également une interface numérique qui a été développée. Donc, cette interface numérique, il y a différents onglets que vous pouvez voir. On va toujours prendre Ecofog. On peut le trouver dans le total de l'interface numérique ou directement en allant dans l'onglet Sciences du vivant, qui est une de ces catégories, ou dans l'onglet chimie, pardon, parce qu'il a aussi une composante chimie dans ses recherches. On peut également, on a une barre de recherche pour rechercher directement le centre de recherche. Et une fois qu'on clique dessus, on a un accès direct au site internet de l'unité pour avoir les informations complémentaires si on en a besoin. Et enfin, là, il y en a la signification, le numéro de l'acronyme, les tutelles, la catégorie, les mots-clés pareil que le livret, la ville, on a rajouté la région pour un filtre région. Et on a également mis en pièce jointe donc, le PDF du projet phare de l'unité qui est présent dans le livret papier. Donc, cette interface numérique, vous avez le lien dans la conversation si vous voulez aller la voir. Ou je vous laisse scanner le QR code qui s'affiche. Cette interface numérique, elle comprend plus de centres de recherche que dans le livret, parce qu'on a 53 centres de recherche comparés à 19 dans le livret.
Et il y a aussi de la recherche qui est facilitée avec des outils de filtre et de tri, comme on a pu voir. On peut filtrer, par exemple, si on veut trouver un centre de recherche local, on peut le chercher directement avec le filtre parce ils peuvent être classés par région, ou on peut chercher directement un mot-clé, une discipline qui nous intéresse. Concernant les résultats donc, de cette interface numérique, on a 41,5% de centres de recherche de la catégorie sciences de l'ingénierie, 32% pour les sciences du vivant, 13,2% pour la chimie et pareil 13,2% pour les sciences humaines et sociales. Donc sur ces 53 centres de recherche de l'interface numérique, on a toujours une représentation qui est très forte de la catégorie sciences de l'ingénierie. Pour interrompre ce petit webinaire par une petite question que je vais poser à Aurore Delval, qui est ingénieure process R&D chez Pivto. Je ne sais pas si Aurore est arrivée ou pas. Si, tout à fait. Ok. Désolée. Donc, Aurore, la question, c'était donc en quoi ces livrables que je viens de présenter peuvent être utiles à un service de R&D pour se rapprocher du monde de la recherche? Alors, pour répondre à cette question, il faut remettre un petit peu en contexte, je pense, c'est que d'un point de vue d'expérience personnelle, il y a toujours un fossé aujourd'hui entre le monde industriel et le monde de la recherche, notamment la recherche publique, où notamment, alors en général, quand on a une question, nous, en tant qu'industriel, alors ce qu'on veut, c'est la réponse la plus rapide possible, mais surtout savoir à qui s'adresser et trouver la bonne personne à qui s'adresser. Et c'est quelque chose en général, en tant qu'industriel, on ne sait pas vraiment. Donc des fois, on a la chance d'avoir des gens en interne qui ont une bonne connaissance de ce monde scientifique. Mais globalement, c'est rarement le cas de tout le monde au sein de l'entreprise et notamment des personnes qui ont, à qui arrive la question. Donc l'idée, moi, de ce que je vois beaucoup dans ce livrable, c'est un outil qu'on peut diffuser et qu'on peut utiliser en tant qu'industriel pour reconnaître le bon interlocuteur à qui s'adresser, à qui poser notre question, à qui proposer notre projet. Et c'est déjà un grand pas, puisqu'aujourd'hui, la remontée générale, notamment nous au sein de l'entreprise, c'est j'ai une problématique, si on ne peut pas la traiter en interne, à qui je demande? Donc nous, aujourd'hui, on a un peu la chance d'avoir une personne qui permet de faire l'intermédiaire. Donc aujourd'hui, c'est moi. Mais parce que j'ai eu la chance de travailler dans le monde de la recherche publique, donc d'avoir une notion de cette partie-là et du fonctionnement. Mais la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Et cet outil, il sert vraiment à un service R&D, mais de façon générale à toute personne cherchant à faire de la R&D au sein d'une entreprise, de savoir à qui s'adresser, de cibler directement la bonne personne et donc de se simplifier la vie et de pouvoir vraiment finalement lancer des projets avant qu'on… En général, pourquoi un projet de R&D se lance pas, c'est qu'on ne sait pas avec qui travailler et qu'on n'a pas l'énergie ni le temps nécessaire de trouver le bon interlocuteur. Ça, c'est livrable, c'est vraiment un pas, un rapprochement entre les deux, d'avoir une vision vraiment générale de ce qui se passe, de à qui s'adresser et quand j'ai besoin d'une méthode précise, vers qui me tourner. Très bien. Merci beaucoup, Aurore, pour Merci à vous. cette réponse à cette question sur l'utilité donc de ces livrables. On a également eu d'autres résultats, notamment on a regardé un petit peu la répartition géographique des centres de recherche, donc de l'ensemble de la base de données, donc sur les 72 centres de recherche identifiés aujourd'hui. Donc on remarque que il y a beaucoup de centres de recherche autour des grands pôles universitaires. Donc par exemple, on a Bordeaux, on a Paris, on a Montpellier, Toulouse, Marseille. Et il y a des régions qui sont très dynamiques avec la région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ou Auvergne-Rhône-Alpes. Et par contre, il y a des régions qui sont beaucoup plus absentes comme l'outre-mer. On n'a que un centre de recherche, donc Ecofog en Guyane, et on en a un seul en Guadeloupe. Mais
dans les autres outre-mer, on n'a pas encore identifié de centre de recherche. Et il y a également d'autres régions comme les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne ou la Bourgogne-Franche-Comté, où on n'a pas de centre de recherche autour de problématiques de la filière. On continue encore nos recherches si on arrive à en identifier d'autres. Mais pour l'instant, on a donc des sous-représentations de certaines régions où on n'a pas de centre de recherche identifié dans ces régions. On a également fait une autre analyse au niveau des mots-clés. Donc, pour tous les centres de recherche, il y a environ entre 5 et 10 mots-clés qui ont été identifiés pour identifier leurs travaux. Sur ces mots-clés, on remarque donc ceux qui reviennent le plus, c'est modélisation, matériaux, valorisation, environnement, construction. Donc, ça témoigne quand même d'une pluridisciplinarité, pardon, des thèmes de recherche abordés, mais on remarque toujours ce manque de représentation des sciences humaines et sociales, donc avec l'archéologie, l'anthropologie, l'architecture, l'économie, etc. Et on a beaucoup donc, de thèmes de sciences du vivant ou de sciences de l'ingénierie. Voilà. Et pour finir les interventions de ce webinaire, je vais laisser la parole à Jacques-Yvan Depute, donc directeur du Cri de Bois. Et sur la question, vous travaillez aujourd'hui dans un pôle et vous êtes directeur d'un centre de transfert. Comment voyez-vous ces collaborations comme une source d'innovation? Je vais laisser la parole donc à Jackie. Oui, bonjour, Jacques-Yvan Depute. Effectivement, je suis le directeur aujourd'hui du Cri de Bois et j'ai été pendant quelques années un directeur de l'innovation au sein du pôle Bioeconomy for Change, donc il y a un pôle de compétitivité sur la bioéconomie et donc forcément sur la bioéconomie forestière. Donc ça veut dire que j'ai accompagné un grand nombre de projets de recherche et développement à destination des différents guichets de financement, que ce soit l'ANR, l'ADEME et un certain nombre de projets européens, des France 2030, etc. Bon, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on accompagne effectivement des projets où est-ce qu'on est industriel, on a besoin d'identifier effectivement les compétences qui seront nécessaires pour répondre aux grands enjeux, on va dire, identifiés de R&D, donc qui concernent par exemple la filière bois. Nous, au sein du Cri de Bois, il y a des grands enjeux de préfabrication ou de chimie du bois ou de nouvelles technologies de recyclage, etc. Et pour ça, il faut être capable d'avoir une vision globale de l'ensemble des structures existantes dans le millefeuille français, qui est assez compliqué effectivement pour vous accompagner dans le domaine de l'innovation, et également une vision des centres de compétences, parce qu'il s'agit d'associer finalement un certain nombre d'acteurs pour répondre à une chaîne de valeur et une chaîne de compétences qui sont nécessaires pour passer, on va dire, de la paillasse jusqu'à l'industrialisation d'une nouvelle innovation. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, comme on dit tout à l'heure, on ne rentre pas comme ça de l'entreprise à un laboratoire de recherche. Il y a des étapes qui consistent parfois à commencer par un petit stage ou commencer par un petit projet exploratoire. Et il y a des choix stratégiques qui sont importants qui dépendent également finalement des coopérations des laboratoires de recherche avec des entreprises qui peuvent être parfois concurrentes ou non par rapport à la société en elle-même. Donc, il y a un choix important des partenariats que vous allez construire. Donc, en ce sens, l'outil qui a été développé nous permet quand même d'avoir une bonne vision aujourd'hui des acteurs, et pas seulement des acteurs, mais également à travers les projets. Ça permet de mieux comprendre quelque part le caractère, on va dire, un peu plus implicatif pour les industriels, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit tiens, je veux travailler sur la structure de la biomasse lignocellulosique et de la fonctionnalisation, etc. La lignine, c'est pas comme ça du jour au lendemain que ça se passe. Donc c'est effectivement une bonne chose et un bon départ effectivement pour prendre contact avec les acteurs de la recherche, sachant qu'il existe un certain nombre quand même d'outils. S'il fallait comparer, vous pouvez utiliser Scan ANR, donc qui permet aussi, avec un simple mot-clé, de trouver
finalement les compétences. L'important, c'est bien sûr de pouvoir mettre à jour ces annuaires voilà, qui sont nécessaires pour construire les collaborations aujourd'hui qui peuvent se faire à travers stages, chaires industrielles et différents outils autres, on va dire, pour l'entreprise. Merci beaucoup. On va justement parler de la mise à jour de ces outils en répondant à une question tout à l'heure qui a déjà été posée. Euh, donc, pour les perspectives de ces livrables, donc de l'annuaire papier et de sa version numérique, il y a une actualisation qui est prévue pour l'instant tous les 3 à 5 ans. Et si un financement est trouvé, possiblement, cette actualisation sera faite tous les ans. Concernant les distributions de cet annuaire en version papier, du moins, donc à partir d'aujourd'hui, donc vous avez eu le lien en PDF et le lien vers l'interface numérique. Mais pour le livret papier, il sera disponible le 23 octobre pour la journée recherche entreprise lors du GDR Sciences du Bois de Mont-de-Marsan. En octobre ou en novembre, il sera aussi disponible pour la journée de l'innovation organisée par Xylo Futur. Et concernant les attentes de Xylo Futur, on attend une demande d'apparition dans les prochaines éditions du livret par des centres de recherche. On attend également une confirmation de la justesse des informations qui sont présentes, notamment dans les premières pages sur la structuration de la recherche. Et également, on espère que grâce à ces outils, les pôles de R&D ou les entreprises dans leur globalité auront une meilleure connaissance de la recherche. Je vous remercie pour d'être venu aujourd'hui. On va passer aux questions. Je vais répondre aux questions avec ma maître de stage, Apolline Oswald, qui est ici. Et je vais commencer par répondre aux questions qui ont été posées dans la conversation. Donc, il y avait une question de Daniela Valentina Morales Montesinos qui demandait: les centres de recherche sont seulement en France ou le monde entier? Pour l'instant, les centres de recherche présents sont uniquement en France et ça va rester comme ça sûrement. C'est vraiment valoriser la recherche française. Voilà. Il y a également une question de Sandy Moison sur comment ces outils vont être mis à jour. Donc, les outils vont être mis à jour. On va redemander à tous ceux qui sont présents dans l'interface numérique et dans le livret papier de reconfirmer les informations qui ont été mises en ligne. Et on attend aussi un retour de leur part si il y a une des informations qui est plus possible, qui est plus valable, ou s'ils veulent mettre un nouveau projet, s'ils veulent changer l'adresse mail du contact, etc. Il y a également une question de Monsieur Meillot Henry. C'est pour Jackie Van de Put. Pour le cri de bois, peut-il accompagner un projet en Afrique? On vous pose la question. Ah, pardon, vous avez répondu. Non, je n'ai pas forcément répondu, mais je faisais part d'une remarque. Il y a d'autres catalogues aujourd'hui qui sont en cours chez Xylo Futur qu'il est important de mentionner, puisque notamment sur les aspects numériques, voilà, dans le cadre de Woodtech, il y a aussi d'autres catalogues qui viendront compléter, je pense, cet annuaire sur d'autres aspects, là plutôt sur l'amélioration de la performance ou sur l'introduction de la digitalisation qui permettent de gagner des points aussi de production et de productivité. Sur la question, effectivement, est-ce que le CRIP peut effectivement accompagner des projets en Afrique? A priori, je dirais oui, puisqu'on travaille déjà avec le Danemark et d'autres pays, effectivement. Après, il faut voir au niveau de, j'allais dire, la structuration financière. Est-ce que c'est dans le cadre de projets de R&D, on va dire, qui seraient financés par le ministère de la Recherche, ou est-ce que c'est dans le cadre privé? Rien n'empêche, effectivement, on a quand même un volet international au sein du pôle. Et puis aujourd'hui, on travaille également sur la caractérisation, par exemple, du bois des différents anciennement territoires d'outre-mer ou dom-tom. Donc pour caractériser, on va dire, des bois atypiques par rapport
aux régions métropolitaines. Donc, rien n'empêche effectivement de travailler sur ces autres pays, quoi. Donc, je suis à la disposition. Merci pour la réponse. Ensuite, il y avait une question concernant de Stéphane Uros concernant les LabEx. Et donc, il y en a aussi sur effectivement dans le domaine de la filière forêt-bois. Et ils ne sont pas présents dans l'annuaire parce qu'on s'est plutôt intéressé à l'échelle de l'unité. Et certaines de ces unités ont présenté des plateformes, alors ce ne sont pas forcément des LabEx, mais on n'est pas allé à cette échelle de LabEx. On présente ce que c'est, je crois, dans les Oui. premières pages. Mais voilà, on en parle. Et je ne sais plus si on donne quelques exemples. Non, je ne crois pas. Mais en fait, on n'est pas rentré à cette échelle-là. On a préféré de rentrer à l'échelle d'unité parce que on arrivait aussi à identifier, je ne vais pas dire un seul interlocuteur, mais voilà, on voulait aussi aller un peu à l'échelle interlocuteur pour, comme disait Aurore, essayer d'avoir assez rapidement le contact au sein d'une unité qui va pouvoir répondre à la question de l'entreprise. Voilà, donc, après, je ne sais pas à quel LabEx vous faites référence exactement, donc je veux bien des petits détails. Si vous voulez d'ailleurs prendre la parole, peut-être pour vous exprimer, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Stéphane Uros. Donc, moi, je suis directeur de recherche et j'ai pris la suite de Francis Martin sur la direction du laboratoire d'excellence Arbre. Ouais. Donc, je félicite sur cette démarche de faire un inventaire des différents centres. C'est juste que, enfin, il est encore incomplet, on va dire, sur un certain nombre de choses. Et il y a plusieurs unités, effectivement, qui traitent de la forêt du bois dans les dimensions notamment SHS. Le bureau théorique appliqué d'économie, enfin, il y en a plein dans différentes régions qui ne sont pas là. Donc, il y a encore un petit peu de travail. Alors, dans l'annuaire papier, effectivement, ils ne sont pas là. Ils sont identifiés un peu plus dans l'interface numérique, notamment celui que vous citez. Et c'est vrai que là, sur l'annuaire papier, le stage de Netty n'étant pas illimité, on s'est focus sur ceux qui étaient le plus proche du pôle pour l'instant. Je pense que dans les années à venir, on va ouvrir un petit peu avec, justement, on attend des demandes de gens qui souhaitent paraître et être identifiés dans ce document. C'est vraiment une première version. Je pense elle est amplement améliorable, mais elle avait le mérite de poser un petit peu les bases. J'ai fait le commentaire parce que vous m'avez demandé d'intervenir. Sinon, c'est très bien déjà. Ouais, non, mais merci. On essaiera peut-être de les introduire, les LabEx, notamment Arbre. Arbre, en fait, je disais juste les LabEx qu'ils ont existé, je dis au passé Oui. parce qu'ils sont finis, mais en fait, il y a plusieurs initiatives, parce que j'ai vu que vous avez mis Griffon en Nouvelle-Aquitaine, et son homologue dans le Grand Est, c'est Artemis, Yes, merci. par exemple. Donc, juste voir, et je ne sais plus qui j'avais vu de Xylofutur à Bordeaux, dans le cadre du PEPR Forest, je ne sais plus qui c'est que j'avais croisé. Moi, je crois. Merci en tout cas. Oui, de rien. Concernant la question commerciale sud, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que vous pouvez expliciter votre question? Est-ce que celle sur les élus, que nos élus ne font pas plus que cela? J'ai entendu parler de millefeuille administratif, ce sont les principaux nœuds. Nous, ce qu'on a essayé de faire à travers ce document et de manière générale, c'est justement de vous faciliter la lecture pour les entreprises vers le monde de la recherche. Donc, c'était vraiment ce travail, ne plus avoir ces nœuds, ne plus les voir, qu'on puisse naviguer plus facilement. Je ne sais pas si Commercial Sud, vous pouvez vous exprimer. Sinon, c'est pas grave. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à ouvrir votre micro. Petit à petit. Il y a Oui, Bruno. Ouais, bonjour, merci Netty, merci à tous. Là, c'était très chouette. J'avais une question donc en termes d'annuaire des formations. Est-ce que vous imaginez aussi les formations qui mènent à la recherche? Donc, on est quelques masters et quelques écoles d'ingénieurs. Ça ferait peut-être qu'une page de plus, mais avoir un contact pour les entreprises qui cherchent des alternants, qui cherchent des stagiaires, etc. Peut-être au sein de ce document, on pourrait imaginer une page comme ça en lien entre enseignement supérieur et recherche. Eh bien, on n'y a pas pensé dans la création de ces livrables,
Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir tout compilé à la fois, ceux avec qui on peut faire des partenariats industriels et à la fois trouver des alternants, etc. Je pense qu'on va réfléchir à cette idée, mais ce n'est pas une idée qu'on avait à la base. Et voilà, si Apolline, vous avez quelque chose à compléter là-dessus. Oui, ça fait le lien avec la question de Cédric Montero qu'on n'a pas traité encore, qui disait de solliciter les campus des métiers et des qualifications et également les FIBOA. Alors, je vais plus répondre par rapport à la question de Bruno et en relation avec les campus. On n'avait pas, on s'était pas orienté vers la formation, on n'avait pas choisi de parler de formation dans ce document, mais plutôt de vos activités en tant que chercheur pour les entreprises. Il s'adresse un petit peu aux étudiants, mais c'est pas notre cible prioritaire. Du coup, c'est vrai que notre cible prioritaire étant les entreprises, on a choisi de pas parler de formation qui mène à la recherche. Ouais, je ne remets pas en cause, hein. C'était super le boulot que vous avez fait. Je me dis, une extension possible, ça serait une visibilité des formations pour les entreprises. On est bien d'accord que le destinataire du document que vous avez fait, c'est vraiment les entreprises. Mais je pense que les entreprises peuvent être en recherche de compétences niveau bac+5, enfin niveau enseignement supérieur recherche, on va dire, et qu'elles pourraient être intéressées d'avoir sur le même document, parce que je pense que ça tient en une page. Oui, Enfin, voilà. Mais ça peut être une extension un jour. Voilà, c'était une idée Oui. comme ça. Sinon, c'est super le boulot que vous avez fait. Merci. On va prendre la question de Commercial Sud, du coup. attends, je crois que tu peux autoriser le micro, comme ça, avec ton participant. Attendez, on va vous autoriser le. Parce que j'ai dû le. Hop, sur là, autoriser. Ça doit être bon. Vous pouvez activer votre micro, parce que je pense qu'il était allumé en début de séance. Et Oui, du coup... tout à fait. Bonjour, Bonjour. enchanté d'abord et très intéressant. Alors, je vous explique, moi, c'est pas du tout par opportunisme. Je suis dans un métier très spécifique. Je finance depuis maintenant de nombreuses années des financements d'investissement concernant les entreprises. Alors, c'est pas tout à fait ce que vous faites. Simplement, je suis effaré d'entendre tout à l'heure concernant les budgets, etc., le millefeuille administratif j'essaye de comprendre. C'est plus pour de la compréhension parce que ça m'intéresse. Je suis allé d'ailleurs, quand il y a eu cette réunion qu'il y a eu, c'était je crois il y a 2 ans, j'étais allé du côté de la Bourgogne, vous m'excuserez du peu, je ne me souviens plus exactement, et j'étais allé voir cette manifestation où il y avait un colloque sur la filière bois, il y avait des exposants, c'était plus du matériel, mais il y avait aussi toute cette filière qui est intéressante, et je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien de structuré, à part de ce que j'ai pu comprendre, ou pas grand-chose de structuré, tout au moins pour ne pas être dans le négatif, mais je vois que c'est toujours le même discours, c'est compliqué, etc., etc. Mais au niveau, c'est juste de la compréhension, je vous dis, c'est de la curiosité intellectuelle. Comment se fait-il, enfin, je veux dire, avec tout ce que j'ai pu entendre, les différents organismes, qu'est-ce qui fait que ça bloque ou ça ralentit? Il y a des nœuds principaux, il y a des choses c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est juste pour comprendre. Je vous dis, c'est de la pure curiosité intellectuelle parce que la filière bois m'intéresse beaucoup, entre autres. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'entendre tout ça. J'avais vu des startups, d'ailleurs à l'époque, qui aient pris la parole lorsque je l'étais allé à cette manifestation en extérieur. Et voilà, donc c'est vraiment par intérêt, curiosité intellectuelle que je me suis permis de participer à ce webinaire et de vous poser cette question. Oui, alors je vais essayer de comprendre si le nœud, c'est concernant les collaborations entre recherche, entreprise, ou c'est le nœud concernant, je sais pas, l'innovation dans le sens large dans la filière ou simplement un nœud concernant, je sais pas, la modernisation de la filière ou l'intégration numérique. Je vais peut-être répondre que sur la partie collaboration, recherche, entreprise qui nous intéresse là plutôt dans ce webinaire. Comme disait Aurore, la méconnaissance, à mon sens, du monde de la recherche au sein des entreprises de la filière bois vient principalement qu'elles ne sont pas beaucoup intégrées de services de R&D pour l'instant. Ça se développe de plus en plus. J'ai l'impression d'avoir de plus en plus d'interlocuteurs de R&D, services, en tout cas innovation ou R&D dans les entreprises. Et donc des gens qui sont, comme disait Bruno, déjà avec des niveaux de qualification bac+5, voire doctorat.
pour certains. Et donc, quand il y a un doctorat, c'est vrai qu'ils ont plus de facilité à aller vers des collaborations, vers la recherche publique ou même la recherche privée, parce qu'on présente certains des laboratoires qui sont plutôt privés. Donc, plus on facilitera et plus euh, on vulgarisera tout ce vocabulaire de recherche pour les entreprises de la filière et elles seront amenées à les entendre. Plus facilement on créera les collaborations. Je pense que le nœud, il va se résoudre comme ça. Il va s'enlever comme ça. D'accord. Et si je peux rajouter aussi, pour en tout cas le cas de la filière forêt-bois en France, il y a aussi le fait que la recherche en elle-même entre centres de recherche est très forte. Ils travaillent beaucoup ensemble. Et donc je pense que cette fédération de la recherche a limité les échanges vers les industriels. Et il y a également aussi peut-être une communication qui est moins bien réalisée. Quand j'ai collecté les informations sur la partie qui est publique, on a certains centres de recherche où il y a très peu d'informations publiques, où on n'arrive pas très bien à identifier ce qu'ils réalisent, alors que pourtant, si on regarde au niveau des publications, là, on va voir qu'il y a beaucoup de publications, mais pas vulgarisées et pas à la portée du plus grand nombre. Ça peut compléter un petit peu la réponse d'Apolline. D'accord. Eh ben, merci. Oui. On va prendre la question de Jackie. Oui, moi, c'était peut-être parmi les pistes qui sont importantes en ce qui concerne l'accompagnement des entreprises et les besoins en termes de compétences. Ce qu'on regarde surtout parfois, c'est l'aspect un peu technologie clé. Donc, les Key Enable Technology, qui sont aussi une porte d'entrée entre où une entreprise doit se positionner dans son futur sur certains sujets et se dit, voilà, il y a des technologies pour le recyclage, il y a la steam explosion, il y a liquéfaction hydrothermale, il y a différentes technologies et c'est intéressant de savoir finalement dans le paysage aujourd'hui académique ou de la recherche privée qui possède aujourd'hui des équipements et à quelle taille. Donc ça permet de se dire, voilà, si je dois faire des projets sur la pyrolyse du bois, ben, je peux passer à travers tel ou tel laboratoire qui est capable de monter de l'échelle, on va dire, du microgramme jusqu'au parfois kilos, voire centaines de kilos, etc. Parce que ça fait partie également du parcours du labo jusqu'à l'industrialisation. Donc ces aspects qui technologie et globalement d'être capable de relier les grands enjeux de la filière et donc la feuille de route stratégique française liée au développement et aux grands enjeux de la filière bois avec les compétences qui sont derrière en France et donc la chaîne de valorisation, la chaîne de valeur et de compétences et on va dire toutes les briques technologiques pour y arriver, permet aussi d'avoir une lecture permettrait d'avoir une lecture aussi complète voilà, du sujet. Si on prend un exemple sur le réemploi du bois, on peut se dire voilà quelle est la chaîne de compétences aujourd'hui qui permet de répondre aux grands enjeux de la filière sur le réemploi et le recyclage du bois. Donc c'est une façon peut-être aussi de présenter de manière pas trop scientifique, mais plus opérationnelle pour les entreprises. Et donc, ça me paraît important de regarder effectivement ces aspects de technologie clés en lien avec les feuilles de route stratégiques. Sachant que moi, dans le passé, j'ai quand même beaucoup travaillé avec des annuaires. Je peux citer tout à l'heure celui de l'ANR qui est quand même assez bien fait depuis sa refonte, mais aussi des annuaires européens comme Capacitor, etc., sur les montées en échelle. Là, on est plutôt sur de la biotech et de la chimie en scale-up, mais donc ça permet d'identifier les plateformes et les outils plateformes, et particulièrement pas, j'allais dire tous les outils, mais les outils remarquables, on va dire, les outils vraiment un peu flash qu'on peut avoir aujourd'hui appliqués au bois. Je crois que c'est ce qu'on a un petit peu essayé, enfin les technologies clés, quand on a demandé les mots-clés, on attendait un peu ces mots-clés-là pour pouvoir rapidement identifier
les sujets dans le laboratoire. Après, c'est jamais évident. Chaque chercheur a un peu sa spécialité et aurait envie de mettre en avant ses mots-clés. Donc voilà, on a préféré rester sur des catégories très génériques. On a vu, hein, on met 4 catégories. Certains laboratoires sont dans 2 catégories. On aurait pu certains les mettre dans les 4. Peut-être pas, mais voilà, c'est un moyen de traitement qui sera perfectible. Voilà, on pourra aussi Ouais, réfléchir à cette autre entrée. c'est des pistes futures, technologique. hein, faut Ouais. pas. Oui, il y en a plus, hein, des pistes. J'ai bien noté. D'ailleurs, On va laisser la parole à Aurore, qui avait une question. C'était plus pour compléter ce qui avait été dit tout à l'heure. Donc effectivement, je pense qu'il y a la communauté scientifique de la filière bois a beaucoup travaillé entre elles et est très soudée. Enfin, on voit beaucoup de projets entre elles. Il y a peu de projets en lien avec des industries. Et en fait, c'est la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire le monde industriel, d'un point de vue assez neuf, hein, sur la filière, parce que ça fait pas très longtemps que j'y suis. Il y a beaucoup de travaux en interne. Euh, on a beaucoup travaillé sur de la R&D cachée, en fait, hein. C'est beaucoup de R&D cachée au sein des entreprises qui, euh, qui font de la R&D sans savoir qu'elles font de la R&D, qui en fait n'ont pas les termes et euh, qui n'ont pas les... En fait, on ne se comprend pas entre les deux mondes. On est incapable de se comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des interlocuteurs, nous, type Zillow Futur, où maintenant on arrive à avoir des passerelles en fait pour se comprendre, mais c'est encore compliqué puisqu'en fait les deux mondes ne parlent pas la même langue. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus effectivement d'ingénieurs R&D dans les entreprises, mais jusqu'alors c'était quelque chose, en tout cas au niveau de la filière bois, qui était encore assez marginal et on ne parle juste pas la même langue. Et même quand des laboratoires nous présentent leur technologie, nous présentent leurs projets, on n'arrive pas à se projeter, on ne comprend pas de quoi on nous parle et on ne voit pas en quoi on pourrait rattacher ça finalement à nos problématiques. Nous, c'est des questions très simples en industrie, c'est vraiment des questions qui paraissent toutes bêtes, mais qui sont très, très compliquées, qui regroupent de multiples domaines. Et en général, on est complètement perdu sur par où on commence, à qui on s'adresse. Et ce genre d'outil, c'est vraiment une porte d'entrée me paraît complémentaire, en tout cas, au positionnement des ingénieurs R&D dans ces boîtes-là. Donc, faut trouver un langage commun. Et je pense que en tout cas, cet annuaire, c'est un excellent début pour ça. Oui, merci beaucoup, Aurore. Je ne sais pas si Bruno voulait rebondir peut-être sur ce que vient de dire Aurore. Oui, c'était pour rebondir justement, oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à rapprocher ces deux mondes académiques et de l'entreprise. Donc, ouais, je ne me suis pas vraiment présenté, je suis directeur de recherche au CNRS et puis j'ai la casquette de porter avec des collègues le Master Sciences du Bois de l'Université de Montpellier. Nous, on en a fait un peu un défi d'arriver à ce que nos étudiants côtoient les deux mondes, le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, avec obligation de faire un stage long dans chacun des domaines. Je pense que c'est vraiment des choses qui bougent. Moi, je suis une caricature du chercheur CNRS qui a fait de la recherche fondamentale sans croiser une entreprise jusqu'à il y a une dizaine d'années, avant de réaliser cette aberration. Et depuis qu'on monte le master et qu'on monte des partenariats avec des entreprises, on réalise à quel point les entreprises sont complètement déconnectées du monde académique et ces deux mondes ne se connaissent pas bien. Moi, je pense que des deux côtés, il faut faire un pas. Moi, j'encourage vraiment les entreprises à aller voir les formations aussi, à les soutenir. C'est avec le soutien des formations dans le supérieur qu'on arrivera à faire des liens pour des formations de qualité, pour avoir des gens qui sont vraiment à cette interface entre le supérieur, la recherche et les besoins de l'entreprise. Nous, on n'a que 4 ans d'existence, mais déjà, on voit vraiment que ça fonctionne hyper bien et je vous encourage vraiment à aller vers là, quoi. Merci beaucoup, Bruno. Et alors, pour rebondir avec ce que disait Aurore juste avant, il y avait la remarque de Cédric Montero sur un autre livrable qui pourrait être complémentaire. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, même si on pourrait peut-être l'intégrer tout simplement dans ce document. Donc un livrable qui pourrait être explicatif et didactique sur la contractualisation. Qu'est-ce qu'un contrat de collaboration, une prestation de recherche? Et c'est un peu peut-être ce vocabulaire que Aurore évoque, outre le vocabulaire ensuite technique et scientifique, mais rien que ce genre de documents et ce genre voilà,
de, de contrat peut être un frein à l'entreprise, ou en tout cas, elle ne pas savoir comment le gérer. Et bon, il existe maintenant des structures entre, comme les PUI. Donc là, c'est Laetitia Lévy qui nous parle, Lévy Blondeau qui nous parle des PUI, pôles universitaires d'innovation, qui sont aussi là pour faciliter l'entrée au sein des universités, au sein des laboratoires pour les entreprises. Donc effectivement, on travaille, nous, les pôles de compétitivité avec les pôles universitaires d'innovation pour faire l'identification de leurs compétences en interne, puisqu'on a la connaissance du réseau, et pour faire les passerelles entre les entreprises et les laboratoires. Parce que je lis en même temps là, Si tu veux. Romain. Oui, vas-y, Merci Laetitia. Apolline. Oui, Laetitia Lévy-Blondeau, je suis chargée d'affaires notamment sur la filière bois-forêt. Et effectivement, ce sont des nouveaux programmes qui viennent aider à structurer l'écosystème d'innovation sur des sites. Donc, il y en a plusieurs en France. Donc, on travaille étroitement avec Xylo Futur sur la Nouvelle-Aquitaine et sur le PUI Bordeaux. Et l'idée, c'est vraiment d'intensifier ces collaborations par différents outils qui existent déjà ou même à créer. Ça peut être des contrats de prestation, des contrats de collaboration de recherche et d'innovation, ça peut être des tests CIFRE, des labcoms, ou même des échanges, ou comme avec Xylo Futur, on va le mener, peut-être des événements ou en tout cas des labellisations de projets, continuer la labellisation de projets. Il y a vraiment deux mouvements, et ça Christophe et Apolline le décrivent bien, c'est vraiment de faire émerger des projets de recherche très applicatifs et qui servent à la filière. Donc, c'est vraiment du labo voilà, à l'entreprise qu'on puisse créer ensemble cette continuité, ce continuum. Et puis, moi, je suis arrivée plus sur la partie support, justement questionner les enjeux des entreprises et de la filière pour pouvoir aller chercher les bonnes compétences en interne dans nos laboratoires. Voilà. Et c'est à l'échelle inter-établissement, inter-tutelle. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aller chercher une compétence à Biogeco, à ETIS, à l'INRIA et faire l'interdisciplinaire et justement renforcer les aspects SHS aussi sur ce qui existe déjà en sciences du vivant. Et on mène ça avec les pôles de compétitivité. Donc, c'est bien de le déployer aussi au national puisque vous êtes au national. Et voilà, il y a quand même des outils qui existent et c'est à nous de créer le lien et justement de jouer le jeu de l'humain, comme disait, je ne sais plus si c'est Lucas ou Abdel, mais de créer justement de l'interaction et de valoriser à la fois ce qui se passe chez nous au niveau des universités, des pôles, des ONR, et sur le territoire, mais comment on peut être en support sur les besoins. Voilà, donc c'est un des outils. Merci pour la présentation un peu des PUI. Il y avait une remarque donc, entre... alors, je ne sais pas si tout le monde a accès à la conversation, parce qu'il y a un débat parallèle dans la conversation, mais entre le temps de l'entreprise et le temps de la recherche. Et je pense qu'on peut aussi y répondre, parce que certes, le temps de l'entreprise, il est plus court. Le temps de la recherche, il y a besoin de problématiques de recherche, d'être un peu plus sur des choses abstraites et des besoins voilà, de découvrir, on va dire. Mais les questions des entreprises, elles nourrissent ces réflexions. Et donc, à la fois, le chercheur, il est capable de répondre dans un temps court à un problème d'entreprise, parce qu'il a peut-être déjà vu passer une publication, des choses. Mais lui, ça va le nourrir aussi dans sa réflexion plus long terme. Donc, c'est pas inintéressant qu'ils aient cet échange, même si la réponse, elle sera peut-être pas pour l'entreprise directe. Et là, je vais rebondir sur une autre question à laquelle on n'a pas répondu juste avant, qui faisait, est-ce qu'on a référencé les laboratoires privés qui pourraient considérer qu'ils ont une réponse un peu plus rapide à la problématique de l'entreprise? Oui, on a référencé les laboratoires privés. Ils apparaissent pas beaucoup là dans le catalogue papier, car ils ne sont pas forcément très proches aujourd'hui de notre structure. Par contre, à moyen terme, je pense qu'on pourra plus les présenter dans ce document, en support papier.
Mais pour compléter ça par rapport au laboratoire privé-public, il y avait aussi une volonté de mettre le public en avant et la recherche française publique en avant dans ces livrables. Je laisse Guy rebondir sur ça. Je pense qu'il y aura toujours une différence de temporalité entre la recherche publique et la recherche demandée par un industriel, où il n'y a aucun problème, en tout cas, c'est de trouver, enfin, quand on est dans un espace où on peut écouter les industriels et si on est en capacité de comprendre ce qu'ils sont en train d'expliquer ou les problèmes sur lesquels ils sont en train de travailler, c'est facile d'imaginer des problèmes de recherche. Par exemple, je vais prendre un exemple pour être concret, un problème de lasure et de réglementation associée à la lasure, donc de mise en évidence de nouvelles lasures, ça a conduit à une réflexion autour d'un projet de recherche sur des lasures peut-être un petit peu différentes. Et moi, ça m'a permis de développer un axe de recherche dans ce sens-là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ce qui est, je pense, peut-être plus délicat et plus difficile entre les laboratoires publics ou les laboratoires de recherche de façon générale et le monde industriel, c'est que les programmes de financement qu'il faut mettre en place sont assez lourds et assez compliqués. Et cette lourdeur-là, elle ralentit encore plus et bien plus, je pense, le développement des relations. Donc c'est plus un problème de réactivité. Si je regarde mes collègues anglo-saxons, quand ils établissent des contrats entre le public et le privé, enfin, il n'y a personne qui va aller regarder de façon fine si on a dépensé telle ou telle somme d'argent pour tel ou tel type de choses. L'essentiel, c'est qu'on ait répondu à la demande de l'industriel. Du coup, on peut godiller, ils peuvent godiller beaucoup plus facilement. C'est plus compliqué chez nous. Donc, je pense que la temporalité, elle est invariante. Je ne pense pas que ce soit jouable. Mais après, c'est plus un problème de financement qu'autre chose qui peut poser quelques problèmes de réactivité par rapport à une demande industrielle qui a besoin d'une réponse plus rapide que la réponse d'un universitaire. Merci beaucoup, Guy, pour cet aspect. On va prendre juste une dernière question, si vous en avez, ou sinon on va clôturer ce webinaire. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez nos adresses mail écrites là sur le diaporama. Peut-être une dernière remarque, si je peux me permettre. Oui. Il y a des compétences, il y a parfois des outils, et il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a moins de chercheurs que d'entreprises. Et parfois, les unités ou les chercheurs travaillent spécifiquement sur des thématiques de recherche ou d'innovation et n'ont pas forcément le temps ou l'espace de répondre à d'autres sollicitations. Moi, étant chargée d'affaires filières sur 3 filières, je suis parfois justement confrontée à cela. C'est-à-dire que j'ai des demandes entrantes d'entreprises ou de pôles qui me sollicitent pour aller chercher une compétence sur différentes filières. Et parfois, les unités, soit sont débordées parce qu'elles sont déjà sur leur projet de recherche, soit travaillent déjà avec des industriels et donc il y a parfois des conflits d'intérêts. Parfois, elles n'ont pas le temps. Il y a quelqu'un qui l'avait dit, s'il n'y a pas d'intérêt scientifique, c'est vrai qu'elles sont plus... Alors, on fait quand même de la prestation avec nos plateformes, mais s'il n'y a pas d'intérêt scientifique avéré, c'est vrai qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de s'engager sur du partenariat. Mais bon, voilà, on essaye d'accélérer tout ça avec tous ces dispositifs et un lien étroit humain. Bravo en tout cas pour ce travail. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions ou des remarques, à nous écrire par mail à Pauline ou à moi. Guy, vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais ma main est restée, j'ai oublié d'autres Ah, trucs, pardon. c'est tout. Eh bien, merci à tous et passez une bonne journée.
Merci Aurore, merci Jackie, merci Guy pour les interventions. Journée. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée.